Je me demande qui je suis depuis longtemps. J'écris pour savoir qui je suis. Je lis beaucoup. J'aime bien parler des livres des autres. Je pose des questions à des confrères et à des consoeurs pour savoir comment ils font pour écrire leurs livres. Ça fait pas mal d'activités finalement. Il y a deux choses dans ma vie qui m'ont marquée. La première, c'est qu'en CE2, mon instit a dit de moi que j'étais une catastrophe. Et un peu plus tard, un homme m'a quittée en disant que j'étais pas assez mystérieuse. Du coup, je travaille sur la catastrophe et le mystère depuis. Je peux dire qu'une de mes plus grandes joies dans ma vie, j'en ai vraiment beaucoup, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de joie dans ma vie, c'est quand même d'être une Sea Girls. Moi, j'ai longtemps hésité entre potière dans la Drôme ou comédienne avec mes camarades. Et finalement, vu le réchauffement climatique, je préfère être sur scène avec les filles plutôt que dans la Drôme avec des punks à chiens et de la terre cuite. Voilà. Cette semaine, un écrivain et critique littéraire, Frédéric Beigbeder, nous parlera de son nouveau roman Un homme seul dans les salons feutrés du restaurant La Pérouse. Ensuite, des paillettes, des plumes sur la scène de la Scala avec les Sea Girls. Enfin, un coup de cœur avec la grande rétrospective consacrée à Suzanne Valadon au Centre Pompidou. Bonjour Frédéric Beigbeder. Bonjour Valérie. Ravi de vous rencontrer. Écoutez, on est au bar. On est au bar, Voilà. et c'est vous qui avez voulu nous emmener ici. C'est l'endroit où vous enregistrez votre podcast Conversation chez La Pérouse, qui est une série d'entretiens avec des écrivains. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu? Pourquoi est-ce que vous aimez tant ce lieu? C'est un endroit où il y a une âme qui date de 1766, avant la Révolution française. Et tous les grands écrivains que j'aime sont passés ici, de Marcel Proust à Victor Hugo, en passant par Colette. Et donc, je trouve que c'est hanté. C'est un endroit avec des fantômes, avec de l'esprit qui souffle. Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes à nous raconter sur le lieu? Ce qui est célèbre chez La Pérouse, c'est que à l'époque du 19e siècle, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait des demi-mondaines, donc des femmes, comment on peut dire, des cocottes qui se faisaient offrir des bijoux ici chez La Pérouse. Et alors, pour vérifier si les diamants étaient vrais, elles rayaient les miroirs. On va vérifier. Oui, si On vous monte, voulez. on va visiter. La Pérouse est une institution parisienne. Ancienne maison de plaisir, cantine des écrivains et repère des courtisanes, c'est aujourd'hui un restaurant raffiné où chaque dîner est l'occasion d'écouter les murmures du passé et les confidences de Frédéric Beigbeder. Il y a Alexandre Dumas, qui était un client de La Pérouse. Il y a des photographies de tous les grands écrivains qui sont venus. Gérard de Nerval. Et c'est un endroit très bien fréquenté. Ah oui. Les miroirs sont rayés. Et un truc qui est important à savoir, c'est que si vous allez dîner avec un copain ici, vous pouvez fermer la porte. D'accord. Et aucun serveur n'a le droit de rentrer tant que vous n'avez pas sonné sur la sonnette. D'accord. Cette sonnette là, Ah oui, donc à partir du moment où la porte est fermée, personne n'entre. personne n'entre. Bon, je ne peux pas m'empêcher d'entrer dans votre roman par une citation. J'étais réac en 1973, je suis devenue libertaire à partir de 1984, communiste en 2002, féministe en 2007, masculiniste en 2023. Et aujourd'hui, je suis paumée, comme tout le monde, avant d'être remplacée par une intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes vraiment paumé, Frédéric Beigbeder? C'est une qualité pour un écrivain d'être paumé, d'être un peu égaré, de regarder le monde avec naïveté et incompréhension, je crois. Alors oui, complètement. D'ailleurs, les auteurs que je préfère sont ceux de la génération perdue. Scott Fitzgerald, Hemingway, qui venaient à Paris entre deux guerres.
Moi, je ne sais pas très bien qui je suis. Tous mes livres essaient d'enquêter pour savoir ce que je fous là. Et un homme seul, comme les autres. Alors justement, un homme seul, est-ce que l'écriture de ce livre vous a permis de vous trouver un peu plus, ce portrait en clair-obscur de votre père, est-ce qu'il vous a permis de vous trouver? Oui et non, dans la mesure où mon père, j'ai découvert beaucoup de secrets. J'ai découvert qu'il avait 2 noms, 2 nationalités. Donc je suis le fils d'un Français, un homme d'affaires, divorcé. Et puis je suis aussi le fils peut-être d'un agent secret américain qui s'appelait William Harbin. Donc c'est assez excitant, évidemment. Aujourd'hui, vous avez des doutes ou vous avez une certitude? Ben là aussi, j'ai fait ma petite enquête. J'ai entendu parler d'un ami qui bosse à la DGSE. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un correspondant à la CIA. J'ai eu un numéro de téléphone. J'ai envoyé par WhatsApp les photos des passeports de mon père avec ce faux nom. Et j'ai eu juste comme réponse « not fake ». Not fake. C'est court, mais cela dit, Voilà. ça m'améliore beaucoup. J'ai essayé de rappeler tout de suite parce que la personne venait de répondre, donc j'ai essayé de rappeler et ça n'a jamais répondu. J'ai plus jamais eu de nouvelles. De tout ce que vous avez découvert sur votre père, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ah, c'est son enfance. Parce que pour moi, ce qu'il a subi à l'âge de 8 ans, quand ses parents l'ont enfermé dans une prison qui s'appelait Sorèze, une sorte de pensionnat militaire catholique très très dur. Ça, j'avoue, je n'imaginais pas que c'était possible. J'ai retrouvé même des lettres qu'il envoyait à sa mère, qui sont des lettres mais déchirantes d'un enfant seul. Il ne voyait sa famille qu'à Noël et au mois d'août. Mois d'août, ouais. C'était comme un exil, comme un abandon, quoi. Un homme seul, c'est un livre dans lequel vous interrogez la transmission, la paternité, la masculinité aussi, cette masculinité qu'on a tenté en vain d'effacer depuis MeToo. Est-ce qu'elle fait son grand retour, selon vous? Non, oui, enfin, il y a la phrase de Zuckerberg qui est quand même assez incroyable, qui dit que l'énergie masculine doit gouverner la planète ou un truc comme ça. Je pense pas du tout ça. Je pense que c'était une étape normale, là aussi, d'évoluer. Je considère ça comme un progrès. Hein. Oui, mais vous vous posez la question quand même. Oui, non, le projet du livre, c'est plus de se dire qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette de cette génération qui nous précède. Dans ce livre, comme dans l'ensemble de votre œuvre, il y a de la mélancolie et du cynisme. Souvent dans vos écrits, vous vous êtes insurgé contre le politiquement correct, mais vous êtes comme tout le monde, vous évoluez. Vous êtes à l'aube de vos 60 ans, vous avez eu un infarctus qui vous a fait vous interroger sur le temps qui passe. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un écrivain en résistance? Je pense que toute personne qui écrit résiste. Après, est-ce que j'aurais la prétention de dire que je suis un écrivain engagé ou quelque chose comme ça? Non, je ne crois pas. Je m'amuse beaucoup à regarder mon époque. Ça fait depuis le début des années 90 que je publie des livres où je me fous de la gueule de ce temps et de moi-même. Tout ça, c'est satirique, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien la moquerie en littérature. Depuis Rabelais et Voltaire, c'est une tradition bien française, voilà, d'ironiser sur les puissants. Merci beaucoup. Merci à vous. Des plumes à présent, des paillettes et une bonne dose d'autodérision. On part à la rencontre des Sea Girls en tournée avec leur nouveau spectacle Dérapage. Vous allez le voir, elles jonglent avec le chant, l'humour, la danse pour nous dévoiler l'envers du décor de la vie d'artiste. Un peu fou, mais jubilatoire. Bonjour. Bonjour. Bon, je me sens un petit peu en dessous là. Hein. Pas du costume. Il y a de la paillette, il y a du foufou. brillant. Mais non. Delphine, Prunella, Judith, Vous êtes les Sea Girls. Votre dernier spectacle, il s'appelle Dérapage. Vous surfez à la frontière de la scène des coulisses. Comment est-ce que vous avez choisi cette mise en abîme? C'est un rêve qu'on avait depuis des années, de dévoiler les coulisses des Sea Girls. Et là, la rencontre avec Pierre Guillois, effectivement, on s'est dit c'est la bonne association pour enfin réaliser ce rêve. Ouais. Oui, parce que premier jour de répète, il nous dit vous voulez faire quoi alors Eh ben nous, notre rêve, c'est de. Mais bon, ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'on y a un peu renoncé, c'est de raconter nos coulisses. Il a dit banco.
on fait ça. C'est désolant qu'il n'y a pas de personnel avec nous en tournée en permanence. On n'est jamais content. Allez, en piste! Ça fait longtemps qu'on tourne et longtemps qu'on se retrouve dans des loges, à se maquiller, à se préparer, à s'échauffer, etc. Et finalement, on était beaucoup plus... Enfin, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à montrer de cet ordre-là. Et Pierre Guillois a eu tout à fait envie de rebondir et de se saisir de ça. Oui, puis il nous avait en amont bien demandé de rien préparer avant le premier jour de répète. Même pas les chansons, donc Prunella, qui écrit toutes les chansons, n'avait pas le droit d'écrire. Pourquoi? Pas parce qu'on devait créer le spectacle ensemble, mais c'était un peu une contrainte, mais en même temps au plateau, pour que vraiment l'écriture se fasse au plateau. Et c'est vrai que c'était génial, parce qu'on a vraiment créé ensemble, tous les 4, ce spectacle, depuis le premier jour de répète jusqu'à la fin. Normalement, dans la suite des numéros, avant le cancan, il y a le papillon. Oui, c'est vrai, mais comme le papillon, c'est quand même le numéro le plus glauque de tout le spectacle, et ben on va directement passer au cancan, là. Votre humour, il est souvent grinçant, décalé. Est-ce que tous les sujets sont permis ou est-ce qu'il y a des lignes rouges, des dérapages à ne pas commettre? Sur ce spectacle, précisément, on n'a pas voulu s'engager dans la politique, qui est pourtant notre fort. D'avoir 50 ans, d'être sur scène et de faire ce qu'on veut, Oui, c'est politique. Mais après, c'est vrai que les sujets tournent autour de nous, de nos vies, de ce que c'est qu'être une femme sur scène, du métier. Et puis une artiste à 50 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une émulation particulière avec ce nouveau spectacle? C'est vrai qu'il y a une attente aussi parce que plus l'époque est affreuse, plus on a tous envie de crever quand même un petit peu. Je pense plus la nécessité d'être ensemble, de partager un moment, de savourer, de rire, de se questionner ensemble est fort. Et c'est vrai que nous, ça fait 20 ans qu'on existe, c'est notre 6e spectacle. Donc le renouveau, pour nous, il est indispensable, il est vital. Et je crois que le pari est vraiment gagné. Oui, c'est la vie de la tournée qui nous épuise et nous rend moche. Et nous rend moche. Notre coup de cœur cette semaine est consacré à l'une des dernières grandes monographies du Centre Pompidou avant sa fermeture pour travaux. À l'honneur, Suzanne Valadon, figure majeure et pourtant longtemps sous-estimée de l'histoire de l'art. À travers plus de 200 œuvres, vous allez pouvoir apprécier la peinture d'une femme libre et audacieuse. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie. Alors Suzanne Valadon, elle fait partie de ces figures de l'ombre qui aujourd'hui sont incontournables dans l'histoire de l'art. Quel est son parcours ? Alors en vérité, c'est plutôt la pénombre, puisque Suzanne Valadon a la particularité d'avoir connu le succès de son vivant, ce qui est extrêmement rare pour une femme de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, notamment parce que sa peinture, la manière dont elle représente les femmes et puis son parcours personnel, incarne une époque, c'est-à-dire l'époque de l'après-Première Guerre mondiale, où un vent de liberté souffle sur les femmes dans la société, puisqu'on reconnaît leur contribution déterminante à l'effort de guerre et, en l'espèce pour la France, à la victoire. Ce tableau qui est l'un de ses plus connus, La Chambre bleue, lorsqu'elle l'expose en 1923, il défie quand même tous les académismes de l'époque. Alors exactement, puisque vous retrouvez les codes de la peinture et de la représentation de la femme et du corps de la femme, mais cette fois-ci complètement inversé. Alors qu'avant, c'est un schéma qui offre un corps nu, sexualisé au regard masculin. Ici, c'est plutôt l'incarnation d'un monde que la femme peut se construire de manière totalement indépendante. Les livres vous rappellent le savoir qu'elle accumule, et puis elle est tranquille, elle est en pyjama, elle a une clope au bec, et ça, c'est vraiment totalement inédit. Et ça en dit long sur sa vision de la femme et sa vision d'elle-même. Exactement, puisque on considère que ce tableau est aussi une sorte d'autoportrait symbolique, puisque effectivement, dans sa vie, sa vie sentimentale, mais aussi sa vie professionnelle, Suzanne Valadon a fait preuve d'un tempérament extraordinaire pour son époque, et c'est aussi comme ça qu'elle va percer dans les milieux artistiques très masculins de l'époque. Son regard sans concession, sans idéalisation sur le corps de l'homme, mais de la femme aussi, est-ce que c'est un regard féministe avant l'heure ? Alors, c'est une approche féministe tout court, puisque Suzanne Valadon, elle a cette particularité d'avoir été modèle en même temps qu'être artiste, puis artiste elle-même.
Donc elle sait ce que c'est que de poser et elle sait ce que c'est que d'exhiber son corps. Et donc là aussi, on passe d'un nu où l'identité du modèle est niée à une personne qui existe et à un regard débarrassé du présupposé masculin, mais tout en utilisant ses formes. Et ici, on a le luxe de la présenter avec des œuvres de ses contemporaines qui, pour le coup, elles, ont énormément souffert d'un déficit de reconnaissance.